Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous proposé à l'occasion du salon Franchise Expo qui se tiendra ce week-end, porte de Versailles à Paris du 20 au 23 mars. Ce rendez-vous vous est donc proposé par Franchise Expo en partenariat avec l'Observatoire de la franchise. J'en profite pour vous rappeler que ce salon Franchise Expo appartient à la Fédération française de la franchise et est organisé par RX France. Pendant une heure, je vous propose de partager les bonnes questions et surtout les bonnes réponses si vous souhaitez vous lancer en franchise. Autour de moi, sur ce plateau, 4 experts avec lesquels vous allez pouvoir échanger, poser également toutes vos questions. Prisca Ingremont, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directrice du développement du réseau Bagel Corner, réseau de restauration rapide. On va en parler dans quelques instants et vous allez nous apporter votre éclaircissement sur le monde de la franchise. À vos côtés, Prisca, Sylvain Bartholomeu. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous, Sylvain, vous êtes dirigeant associé du cabinet Franchise Management. Alors, vous accompagnez les réseaux de franchise, 400 enseignes et jusqu'à maintenant 90 000 franchisés à travers le monde. Ça en fait donc des réseaux et des franchisés. Vous savez donc tout sur le monde de la franchise. Presque tout. Vous allez nous éclairer donc durant ce webinaire. Stéphane Fritz, bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Stéphane. Vous êtes président du groupe Guy Hockey de Guy Hockey. Vous êtes près de 580 agences 580 agences à travers le monde. Oui. Avec un changement d'image qui s'opère peu à peu. On va en parler dans quelques instants et notamment on vous expliquera comment un réseau accompagne les franchisés lorsque justement il y a un changement d'image qui s'opère comme le vôtre. À vos côtés, Alexandre Boder. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général délégué du groupe La Boucherie, un groupe qui a été fondé en 1997. Oui, c'est 87. 137 restaurants en France et pratiquement 140 en France. Un des leaders du segment grill, on va également en parler. Vous posez toutes vos questions via la fenêtre de chat qui est sur votre écran à nos invités. Aujourd'hui, on est ensemble réunis pendant une heure. Avant de commencer, quelques chiffres. Quelques chiffres sur Franchise Expo. Tout d'abord, c'est 430 exposants, 360 enseignes, mais aussi des experts et des organismes de financement à retrouver donc porte de Versailles ce week-end. On va juste avant de poser les bases de cet échange, Sylvain, rappeler un petit peu, faire un constat du monde de la franchise aujourd'hui. Le monde de la franchise confirme sa solidité en 2021. Tous les indicateurs sont à la hausse, donc pour l'instant tout est au vert. Le chiffre d'affaires, nombre de réseaux, nombre de points de vente également. Comment se répartit la franchise aujourd'hui? Quels sont les secteurs qui affichent une forte croissance? Alors, il y a plusieurs éléments intéressants à prendre en compte. Bon, déjà, il y a une grosse activité sur la restauration rapide en général dans la franchise. Le domaine des services aussi se porte bien. Et puis après, il y a des secteurs qui ont été impactés par la crise Covid qui sont en fort rebond, comme par exemple l'équipement de la maison qui se porte très bien et la restauration à thème qui est en train de redémarrer très fortement. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement tous les indicateurs sont au vert. Il y a une croissance du nombre de franchiseurs, il y a une croissance du nombre de franchisés, et puis globalement la franchise croît en chiffre d'affaires. Donc le secteur, on peut dire, est reparti fortement après une période complexe que tout le monde connaît, mais c'est des signaux intéressants et on a constaté quand même une forte résilience du marché de la franchise, qui montre que c'est un système en fait qui permet d'entreprendre et puis aussi de faire face à des crises. Donc la crise Covid est un bon exemple et montre que les franchisés, par exemple, ont plutôt bien résisté, que les franchiseurs se sont mis au service de leur réseau et ont permis en fait de mieux résister que si je suis commerçant indépendant isolé, sans enseigne et donc sans support. Alors justement, quels sont les avantages à faire partie d'un réseau de franchise? Prisca, votre avis? Alors, je vais rebondir sur ce que Sylvain vient de dire. Il a parlé de l'indépendant qui va être isolé. Et le franchisé est un indépendant qui n'est pas isolé. Il appartient en fait à la vie d'un réseau et à ce titre, il va bénéficier du coup de toute l'expertise et de tout le soutien d'un réseau. Donc il va avoir d'autres franchisés qui vont être dans la même situation que lui. Il y a toute une tête de réseau également qui est mise à disposition, qui va être là pour former, qui va être là pour accompagner, qui va être là pour apporter le soutien nécessaire et puis également réorienter, s'adapter, reproposer une stratégie, développer peut-être d'autres produits, une autre offre, ce qui a été par exemple le cas chez Bagel Corner. À un moment donné, il a fallu aussi s'adapter et rebondir. On s'en serait bien passé de cette crise, mais pour autant, elle était là. Donc voilà, il a fallu exactement trouver des solutions et voir un petit peu où se trouvaient les gens, comment ils consommaient de nouveau, comment aller chercher du coup du chiffre d'affaires sur des amplitudes horaires qu'on n'avait pas forcément. Enfin, là, en l'occurrence, je parle de ce que je connais. Donc voilà, il a fallu s'adapter, revoir des services, revoir des offres, revoir des tarifs, des référencements, enfin un ensemble de choses, puis surtout les transmettre.
Stéphane Fritz, votre avis sur le fait de faire partie d'un réseau, les avantages pour un futur franchisé qui nous regarde aujourd'hui? Je vais rebondir sur les deux pour le coup. On dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je crois que la franchise on va et vite et loin parce qu'on est ensemble, on partage l'investissement, ça permet un développement rapide. Aujourd'hui, si je regarde sur le métier qui est le mien, il y a 27 000 agences immobilières en France. Le chiffre d'affaires moyen est de moins de 200 000 euros en moyenne, tout confondu. Et sur les 5-6 plus grands réseaux, et là pour le coup c'est la preuve, ça oscille entre 350 et 500 000. Donc en fait la franchise, ça rapporte, ça ne coûte pas. Et si ça coûte, c'est qu'on est mal marié. Voilà. Alexandre, votre avis sur les avantages? Clairement, c'est une aventure où l'entrepreneuriat dans son ensemble est une aventure qui peut être parfois difficile. Et le fait d'être dans un réseau, on n'est pas seul, on est accompagné. On a des experts dans plusieurs domaines. Alors nous, dans la restauration, c'est au niveau des produits, c'est au niveau du marketing, de la communication, au niveau de la formation. Toutes ces choses-là renforcent la prise de risque pour aller développer un chiffre d'affaires quasi certain. Donc on est très fort quand on est ensemble et à plusieurs. Alors, les grandes questions, les bonnes questions à se poser avant de devenir franchisé, pour y voir plus clair, la première question est de savoir à quoi doit ressembler un bon candidat pour un réseau de franchise. Est-ce qu'il y a un profil type? Qui sont les candidats aujourd'hui, par exemple, pour le réseau Bagel Corner? Qui vient vous voir? Est-ce qu'il y a un profil prédéfini? J'ai plusieurs profils prédéfinis. En réalité, chez Bagel Corner, alors je dirais peut-être le profil majoritaire, c'est effectivement, Alexandre en parlait tout à l'heure, on parle d'une aventure, l'aventure entrepreneuriale. Et bien souvent, chez Bagel Corner, j'ai ce que nous on appelle des primo-accédants à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des gens qui sont issus du salariat, qui ne se reconnaissent plus forcément alors, ou dans ce modèle-là ou dans le métier qu'ils opèrent et qui ont en tout cas l'envie de se lancer, l'envie d'apprendre un nouveau métier, l'envie d'être à leur compte, de devenir vraiment chef d'entreprise et qui, justement, pour vouloir limiter en fait, le risque, vont s'adosser en fait, à une enseigne qui va leur apporter tout le service et tous les soutiens. Donc effectivement, bien souvent, majoritairement et en priorité, on a des gens voilà, qui vont se lancer. Pour autant, est en train d'apparaître aussi un autre profil. C'est justement le profil d'investisseurs qui veulent développer leur portefeuille de marque ou mailler un territoire. Ce sont des gens qui sont déjà présents sur une zone, qui ont déjà des activités entrepreneuriales et qui cherchent tout simplement en fait, à les développer ou multiplier les marques. Est-ce que le profil est le même quand on se lance dans la restauration rapide que quand on se lance dans le secteur de l'immobilier, Stéphane Fritz? Quand je t'en prie ce cas, j'ai envie de dire oui. Ouais, et on n'est pas capable de dire qu'il y a un profil type. J'ai vu des gens sur le papier être des grands cadres de grandes entreprises, déposer le bilan au bout d'1 an et demi. Et ensuite, des gens qui faisaient une faute à chaque phrase, faire 700 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 3 ans, parce qu'ils savaient bien serrer des mains. Donc, par contre, ce qu'on peut dire après coup, sur la data que nous avons, c'est que 80% des gens qui composent le réseau Guy Hockey, pour les 580 agences et 460, je crois, franchisés, sont des cadres en reconversion. Le bon profil, je ne le dirai pas, parce que les gens viennent de l'industrie, viennent du commerce, viennent de la banque. Mais les bons profils sont souvent les gens qui viennent du commerce, les anciens de Carrefour, de Decathlon, de Leroy Merlin, d'Auchan, parce qu'ils ont l'habitude de traiter, déjà de gérer des unités de production, l'habitude de manager des gens et l'habitude avec les chiffres, et ils savent gérer. Donc c'est souvent ces bons cas. Et puis après, l'autre partie, les 20% restants, ce sont les agents immobiliers, souvent isolés, un petit peu seuls, qui décident à un moment donné de dire je vais quand même mettre une enseigne, je vois bien que mes copains à côté avec les autres enseignes fonctionnent plutôt pas mal, donc commencent à nous rejoindre. Ça, c'est à peu près 20% de ce qui compose le réseau. Et puis après, il y a une dernière chose qu'on peut dire, c'est que cadre en reconversion ou agent immobilier, peu importe le profil, ce qui marche bien, ce sont des couples. Alors, je parle de couple, pas seulement un homme, une femme, mais aussi 2 copains, un père et son fils. Enfin, c'est vraiment, quand on est 2, ça fonctionne toujours mieux. C'est gage de pérennité souvent dans le temps. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les profils. On dit souvent que la réflexion que l'on doit avoir avant de se lancer en tant que franchisé, c'est de ne pas y aller tout seul. Alors ça rejoint effectivement ce que vous expliquez, Stéphane. Est-ce que la réflexion est à prendre? Est-ce que c'est une décision, par exemple, dont il faut partager avec la famille, avec son entourage, quand on n'est pas franchisé, quand on souhaite le devenir, Sylvain? Alors oui, effectivement, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas une décision à prendre à la légère.
La franchise, c'est un mécanisme de reconversion, ça me permet de changer de métier, et drastiquement. Moi, j'ai vu des sportifs de haut niveau devenir derrière des commerçants en franchise. J'ai vu des anciens militaires devenir des commerçants en franchise. Et donc, ça permet cette reconversion-là qui est extrêmement importante. Après, c'est un peu faire un aller simple, parce qu'un franchisé reste en moyenne 12 ans dans un réseau. C'est plus long qu'un mariage, soit dit en passant. Donc, ça veut dire que je ne prends pas cette décision à la légère, et qu'une fois que je suis rentré dans l'entrepreneuriat, faire machine arrière, c'est quand même un constat d'échec. Donc, ça ne se prend pas à la légère. Ça demande de bien étudier cette décision, de se dire que ça va avoir un impact sur sa vie personnelle et sur sa vie familiale. Et que donc, il faut vraiment que j'ai l'envie, l'âme, la capacité de m'auto-motiver, de m'engager dans ce projet-là. Entreprendre, c'est un verbe d'action. Hein. Donc, ça veut dire s'engager, saisir, agir. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette fibre-là pour pouvoir réussir. On peut dire que devenir franchisé, c'est un changement de vie, un changement de métier aussi, Sylvain ? C'est un changement de monde, en fait. Ouais. Vous changez d'univers. En fait, vous passez de l'autre côté du miroir. Quand vous êtes salarié, vous avez en fait des amortisseurs autour de vous. Vous avez aussi beaucoup de stress, etc. Mais ceux qui sont patrons savent ce qu'est le stress de l'entrepreneur. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand on est entrepreneur, en fait, chaque 31 décembre, on repart à zéro. Parce que votre chiffre d'affaires repart à zéro. Donc en fait, cette capacité à se prendre en main, cette ressource, j'appelle ça de la résilience, mais aussi de l'automotivation, repartir de zéro, aller de l'avant, trouver l'optimisme dans chaque événement qui se produit, c'est essentiel et c'est ce qui fait en fait la fibre du bon franchisé. En fait. Un bon franchisé voit les difficultés comme des opportunités. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Un changement de vie pour, par exemple, la boucherie. Si demain, je décide d'être candidat au réseau La Boucherie, est-ce qu'il faut que je m'attende à un changement de vie radical quand je n'ai pas été franchisé jusqu'à maintenant ? Forcément, après ça dépend de quel domaine on vient. On sait nous on est ouvert 7 sur 7, donc on a la chance de pouvoir exercer ce métier tous les jours. Ça demande un engagement personnel qui est important. Ça veut dire effectivement une organisation de vie de famille qui corresponde aussi à cet engagement. Après, c'est aussi une façon de vivre. Donc, ça peut être un bouleversement, comme ça peut être finalement correspondre et matcher avec une nouvelle organisation dans sa vie. Donc, ce n'est pas forcément un bouleversement au sens négatif du terme, mais plus un bouleversement dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, qui est plutôt positif. Je trouve ça assez génial. C'est toujours pareil. C'est un projet, c'est le projet d'une vie. Donc c'est mieux d'être avec son entourage que seul. Mais nous, on apporte, en tout cas en tant que franchiseur, on apporte beaucoup de soutien à cette décision et à cet entrepreneuriat, à cette aventure. Est-ce que les candidats franchisés, justement, que vous voyez, que vous recevez, que vous rencontrez, ont compris le métier dans lequel ils vont s'engager? J'imagine que quand on veut devenir franchisé La Boucherie, c'est devenir chef d'entreprise, c'est-à-dire devenir manager, comprendre une comptabilité aussi. C'est pas vendre des plats de viande, on est d'accord? Pour faire simple. Non, mais oui, pour faire simple. Nous, avant tout, on est une enseigne qui tourne autour de la convivialité. Faut aimer le plaisir de la table. Je dirais, le reste, c'est annexe, ça s'apprend. Donc chez nous, il faut quelque chose quand même où on crée des univers du jour au lendemain, des espaces de vie, de convivialité, de plaisir. Alors ça, c'est formidable. Après, on a des experts pour être accompagnés. Vous parliez de bilan. Il y a des comptables pour ça. Vous parliez de management. Effectivement, faut avoir la fibre de managériale. Nous, on a des équipes qui vont entre 8 et 20 personnes. Donc, effectivement, il faut avoir déjà cette fibre-là. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. La chose la plus importante, c'est d'honorer le client qui pousse la porte. Tout le reste, je dirais, c'est presque de la littérature. Et nous, on est là pour apporter cette littérature en tant que franchiseur. Il faut aimer vendre des appartements et des maisons pour devenir franchisé Guy Hockey, Stéphane? Oui, alors la difficulté, c'est pas d'être franchisé, c'est plutôt la solution. Mais la difficulté, c'est d'extraire une boîte, une entreprise, à partir de zéro, dans un univers concurrentiel. Ça, forcément, ça va être difficile. Oui, on ne doit pas vendre ça comme étant quelque chose de simple. Par contre, c'est plus simple avec un franchiseur, car en main courante, des repères financiers, qui sait où on va trouver les gens, quel type de personne on veut, la formation qu'il y a derrière. Donc c'est quand même plus simple. Mais c'est toujours très difficile d'extraire une boîte à partir de zéro. Donc c'est pas
pas chose simple. Quelles sont les réflexions, les questions, Prisca, que l'on doit se poser, d'après vous, avant de se lancer, avant de venir vous voir au salon de la franchise, par exemple? Quelles sont les réflexions qu'on doit se faire pour commencer, en fait, le processus et la démarche avant de venir vous voir? Alors, je pense que la première des questions, la première des réponses, c'est est-ce que je vais aimer ce que je vais faire? Parce qu'il y a une durée, on l'a dit. C'est un contrat de 7 ans. Alors, il y a une durée en moyenne après, par rapport aux statistiques. Enfin, il y a 12 ans de moyenne, mais on va y passer un peu de temps. C'est mieux d'aimer la nouvelle activité et le nouveau métier. C'est vrai qu'on va regarder la dimension financière. Est-ce que c'est lucratif? Mais faut vraiment, on va se retrouver dans un nouvel univers. Alexandre parlait tout à l'heure d'univers. Nous, effectivement, dans la restauration, on reproduit des univers. Il vaut mieux se sentir bien, il vaut mieux se sentir à l'aise avec ce nouveau métier, avoir une réelle appétence. Et il vaut mieux être en phase aussi avec cette notion de nouveau statut. On va devenir chef d'entreprise. Comment je vais aborder, en fait, ce nouveau statut dans ma vie? On parlait tout à l'heure de s'auto-motiver. On parlait tout à l'heure, justement, d'être résilient, de rebondir, de faire face. Comme là, on sort quand même d'une crise. Voilà, ce sont des nouveaux codes, en fait, très clairement. C'est un nouveau système de vie. Donc, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait et être prêt à devenir son propre patron. Et vous nous direz tout à l'heure comment le réseau va accompagner justement ces nouveaux franchisés à se lancer, à se développer. Juste un mot sur la durée dont vous nous parliez, 12 ans. 12 ans, c'est la durée moyenne, c'est ça qui est constatée aujourd'hui? De relation franchiseur-franchisé, oui. Est-ce qu'on peut partir, est-ce que je peux signer à vie, par exemple, avec Guy Hockey, ou est-ce que je sais que forcément, au bout d'un moment, ça va s'arrêter? C'est la moyenne, donc il y a des couples franchiseurs-franchisés qui durent beaucoup plus longtemps, oui. En revanche, il y a un contrat, un temps minimum à respecter, c'est ça? Oui. Et ça dépend en fait du contrat qu'on va signer avec le réseau. Oui. Chez vous, Prisca, Bagel Corner, c'est quoi? C'est 7 ans? 7 ans, exactement, 7 ans. 7 ans. Alexandre, chez la boucherie? Pardon, 9 ans à la boucherie, oui. 9 ans et 5. Et 5 ans, d'accord. Donc, d'accord. Reconductible. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Bien. Une question qui arrive sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment. Est-ce que la jeunesse est un frein pour être franchisé? Est-ce qu'il y a une... pas forcément une limite d'âge, mais est-ce que voilà, il y a un plancher, par exemple, pour signer chez vous, Prisca, Bagel Corner? Non. 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 Je vois arriver d'ailleurs dans mon réseau des jeunes franchisés, d'autres qui sont un peu moins jeunes. Oui, exactement. Et on a même de plus en plus de jeunes qui, justement, ont envie de créer une véritable valeur. Parce qu'aujourd'hui, devenir son propre patron, avoir un restaurant, c'est aller chercher du chiffre d'affaires, c'est participer à de l'embauche, il crée quand même de l'emploi. Non, il y a un ensemble de choses qui séduit justement ces jeunes qui cherchent de plus en plus du sens en fait dans ce qu'ils font. Donc il y a des alors après ça dépend de ce que vous appelez jeunes, mais on a des gens de moins de 30 ans, voilà, donc c'est plutôt jeunes, qui ont justement un peu d'apport et qui ont l'envie d'investir tout de suite et de créer cette valeur. Ouais, on parlera d'investissement effectivement dans quelques instants et cette notion autour de l'argent. Vous avez des franchisés de moins de 30 ans aussi chez Guy Hockey, Stéphane? Oui. Ouais. Alors, oui, clairement. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est corroboré par les chiffres, mais on a un vrai ressenti d'une envie d'entreprendre chez les jeunes générations qu'on ne voyait pas avant. Ouais. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup de candidats à la franchise jeunes et ont moins de 25 ans même parfois, alors accompagnés du papa ou pas, ou avec un apport conséquent déjà. Donc, mais oui, on voit aujourd'hui. Mon directeur des opérations aujourd'hui chez Guy Hockey, qui s'appelle Laurent Otero, il a été le plus jeune franchisé. À 21 ans, il a créé sa première entreprise. Il en a eu jusque 8, je crois, 8 agences immobilières. Il y a fait 20 ans et ensuite il a tout vendu et il est maintenant... il fait office de directeur général dans le groupe Guy Hockey. Et il a démarré à 21 ans. Donc non, l'ancienneté, c'est pas, la jeunesse d'un candidat, c'est pas du tout un frein. Pour vous, Alexandre, il faut quand même avoir un minimum de connaissances du secteur de la restauration, j'imagine, pour venir franchiser la boucherie. Eh ben non. Non, pas du tout. On a 80% de nos franchisés qui ne sont pas du tout issus de la restauration. C'est intéressant. Bien au contraire, c'est justement pour ça qu'on va vers la franchise. C'est parce qu'on a envie de se lancer dans une nouvelle activité et on se rapproche d'un réseau qui a un savoir-faire. C'est le principe de la franchise. C'est une transmission d'un savoir-faire. Donc, il y a un parcours de formation initial et qui permet d'apprendre ce métier. Mais encore une fois, chaque enseigne a ses propres formations. Mais c'est l'intérêt de la franchise, c'est qu'on vient apprendre le métier. Ou
se perfectionner dans un métier, puisqu'on a quand même 20% de nos franchisés qui sont issus de la restauration et qui viennent aussi se perfectionner ou chercher d'autres choses au travers de ce qu'on disait, la communication, la force du réseau, les forces d'achat, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'il y a tous les profils, donc pas forcément, faut pas être forcément du métier, bien au contraire. Ça permet au moins ça, c'est de venir découvrir et de se lancer dans une nouvelle activité. Je vous partage cette question de quelqu'un qui nous regarde et qui demande si je suis salarié d'une enseigne, est-ce que je suis favorisé pour devenir franchisé de cette même enseigne? Qui veut répondre à la question? Oui. Alors nous, on appelle ça de l'essaimage, beaucoup de jeunes collaborateurs avec l'accord du franchisé tout le temps. Parce qu'on a devoir de loyauté vis-à-vis de nos franchisés, d'accord. Donc avec toujours l'accord, mais souvent quand un patron amène un collaborateur ambitieux ou talentueux, un très bon, on dit chez nous que quoi qu'il arrive, on l'a perdu, c'est juste le management qui va retarder ce moment-là. Comment on peut l'accompagner dans sa deuxième vie, parce qu'il a envie, il a envie de se construire. Et on a beaucoup, soit de patrons qui s'associent à des collaborateurs et qui montent des agences, soit des jeunes collaborateurs qui quittent leur agence pour monter la leur. Donc c'est une vraie chance, c'est un vrai ascenseur social pour le coup, la franchise, parce que ça accompagne. Et on a des gens pour le... Et il y a un vrai avantage. L'avantage, il est qu'on paye les droits d'entrée, moins la formation. Parce que la formation, on la connaît. Même si on offre la formation, toute la formation initiale de 11 semaines, aux collaborateurs du réseau quand ils veulent se monter en franchise. Donc il y a un avantage financier aussi à ça. On va parler de l'offre formation tout à l'heure que Guy Hoquet propose à ses franchisés. On va parler de l'argent, parce que c'est évidemment une question que l'on se pose tous quand on a envie de se lancer en franchise. Paramètre important, le budget, l'argent, l'investissement. Comment est-ce que la franchise fonctionne? Et concrètement, pour être un peu terre à terre, il faut arriver avec quelle somme sur la table pour pouvoir ouvrir une franchise? Je commence avec vous, Prisca. Chez Bagel Corner, parce que là, pour le coup, on a des cas bien spécifiques et totalement différents entre vous trois. On n'a pas du tout la même notion d'investissement sur nos trois concepts. Alors, très clairement, nous, on travaille dans la restauration, donc il va y avoir un peu d'investissement parce qu'il y a un restaurant, c'est une réalité. Donc, il y a un ensemble de choses, il y a un système de caisse, il y a toute une vie de restaurant, il y a des cuisines. Et généralement, pour qu'un dossier soit présenté et accepté en banque, c'est un peu le même principe que pour un appartement, il faut avoir 30% d'apport. Voilà. Donc, pour un investissement global chez Bagel Corner, voilà, un agencement de restaurant aux alentours de 185 000 €. On est sur la restauration rapide. Il y a un droit d'entrée. Donc, je veux dire que, voilà, grosso modo, clé en main, on est sur un projet global à 200 000 €. Il faudra effectivement, pour obtenir son financement auprès de la banque, disposer de 20 à 30%, c'est-à-dire à peu près 70 000 € de disponibles. Il faut bien faire la différence entre l'investissement qu'il faut amener en fonds propres ou en emprunt. On peut arriver avec un emprunt. Alors, l'apport doit être disponible. L'apport, il peut pas être disponible. L'apport, il doit être disponible. Et après, grâce à l'apport, vous allez chercher un emprunt. En fait, globalement, il y a 30% d'apport, donc une disponibilité financière. Elle doit être sur le compte. Ça va vous permettre, du coup, d'aller chercher à peu près les 70% restants. C'est ça, monsieur l'expert, on y est ? C'est ça, exactement. C'est ça. Dans les services, c'est un peu plus, mais sur des activités comme la restauration, c'est 30%. Donc, alors, 200 000 €, c'est ça pour Bagel Corner ? L'investissement global. L'investissement global. Donc, il faut avoir de disponible 70 000 €. 70 000 € Sur 200 000. Sur 200 000. Alexandre, pour le groupe La Boucherie. Alors, nous, on a des cuisines également, mais en plus, on a des salles où on accueille les clients, donc l'investissement est un peu plus conséquent. Il faut pouvoir aménager son établissement. Et on a entre 700 et 850 000 € d'investissement. Donc nous, on est un petit peu moins que 30%, on est plus aux alentours des 25%. Mais encore une fois, c'est le partenaire financier qui exige, suivant le profil, encore une fois, du franchisé qui va s'installer. Effectivement, ça varie dans ces eaux-là. Donc environ 25% d'une enveloppe estimée entre 700 et 800 000. 180 et 250 000 € d'apport. Stéphane Fritz. Alors nous, on n'a pas de stock, on n'a pas d'achat et on n'a pas de cuisine. Donc, mais cependant, le banquier va prêter ce qui est matériel, et immobile, et ne va pas prêter ce qui est liquide, comme le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est pendant 6 à 7 mois, vous n'avez pas généré d'argent, le temps de prendre des mandats, de faire des transactions. Vous n'avez pas généré d'argent. Pendant ces 6 ou 7 mois, il faut payer le loyer, il faut payer l'assistante, il faut payer le crédit. Donc on évalue les 6 à 7 mois environ à 10 000 € de poids moyen. Donc il faut 60 000 €
en moyenne, 60 000 euros comme apport, et ensuite le reste, on va le chercher à la banque. Et un projet oscille entre 150 et 200 000 euros. Et pourquoi cet écart fort? Parce que c'est plus une fourchette. Pourquoi cet écart fort? Parce que selon si vous prenez un local à Guéret dans la Creuse ou à Paris-Centre, forcément l'impact du droit au bail va être beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'apport, comme c'est le cas dans la restauration, c'est une histoire de besoin en fonds de roulement que le banquier ne prêtera pas. Donc c'est juste ça. Mais globalement, il faut 200 000 euros, 60 000 euros d'apport. Et là, on a des candidats sérieux. Pour continuer justement sur cette question de l'apport financier, cette question, est-ce qu'on peut arriver avec un apport financier d'un emprunt d'une société holding? Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que Oui, Stéphane, vous dites oui. Oui, ces montages-là, oui. Pour autant que la holding, chez nous, il y a une particularité. On est régi par la loi Hoguet et tous les métiers de la loi Hoguet doivent être sous la même franchise. On ne peut pas avoir une agence indépendante et une agence Guy Hockey. Donc, à partir où la holding rentre et déclarée au franchiseur, chez le franchiseur, à ce moment-là, oui, ça ne pose pas de problème que l'argent soit sur une maison mère, arrive d'une fille. Enfin, ça... Le sujet ne se pose pas. Bon, Alexandre, je vois que Alexandre acquiesce aussi. Oui. Après, c'est le montage financier à faire. À quel moment il faut être très précis, il faut rentrer dans les détails. Donc, à vue de nez, oui. Mais... On va parler de la notion de risque, parce que on dit, voilà, pour l'instant, on dresse le profil type du franchisé. Vous le regardez peut-être et vous dites, voilà, je corresponds au profil qui peut se lancer en franchise. Il faut bien entendre cette notion de risque aussi. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, voilà, certains ont mis la clé sous la porte au bout de quelques mois. Le risque, il est où quand on se lance en franchise, Sylvain? Alors, le risque, il est moindre quand on se lance en franchise que quand on se lance en indépendant isolé. Il faut bien prendre ça en compte. Mais il existe néanmoins. Il existe néanmoins parce que c'est de l'entrepreneuriat et parfois, un mauvais choix d'emplacement. On se croit entrepreneur et on ne l'est pas vraiment. Un choix de réseau aussi qui ne colle pas avec le candidat. C'est-à-dire parfois vous avez des réseaux qui sont en lancement pionnier et puis certains franchisés qui sont moins pionniers, candidats à la franchise moins pionnier, donc ça ne matche pas forcément. Donc ça peut créer en fait des cas de figure qui sont compliqués. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand le franchiseur est en position de force et quand le candidat est sérieux, généralement ça se passe bien. Et quand je dis généralement, c'est quand même dans plus de 80% des cas, la franchise fonctionne bien. Il faut avoir ça en tête. Donc quand le franchiseur est sérieux et que le franchiseur a une expérience solide, tester son concept dans des unités pilotes, franchiser plusieurs fois, ça se passe généralement plutôt bien. Donc il faut avoir conscience de ça. Après, ça reste de l'entrepreneuriat, donc ça reste une prise de risque. Alors je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur la fenêtre de chat qui est sur votre écran. Rendez-vous dès ce week-end, porte de Versailles, pour le salon Paris Expo, du 20 au 23 mars, un salon qui appartient à la Fédération française de la franchise, qui est organisé par RX France. Vous pourrez donc rencontrer des centaines d'exposants, participer à de multiples conférences, et le programme et vos accès sont à retrouver sur le site franchiseparis.com. On va maintenant ensemble passer à une autre question qui est importante. Comment sélectionner le réseau? Comment décider d'aller plutôt vers de l'alimentation rapide ou de la restauration? On a parlé des biens, des services tout à l'heure, des services qui fonctionnent très bien, les services à la personne par exemple, les franchisés qui progressent aussi, ou évidemment l'immobilier. On parlait donc tout à l'heure de l'argent. Le montant est aussi un des critères qui va nous permettre de nous diriger, le montant d'investissement, plutôt vers un secteur plus qu'un autre. Sylvain? Oui, c'est nécessaire. On parlait du rajeunissement des franchisés. Il y a un élément, évidemment, c'est une vraie tendance. Le rajeunissement, il y a 15-20 ans en arrière, le profil était quand même beaucoup plus quadra, on va dire ça. Et maintenant, l'entrée en franchise, c'est plutôt 35-36 ans. Voilà, en moyenne. Donc on voit ce rajeunissement. L'élément qui freine en fait l'accès à la franchise, c'est évidemment l'apport personnel disponible pour pouvoir financer son projet. Ça va de soi. Alors il y a des projets dans le service où l'apport est moindre et où donc le financement est plus simple. Et puis il y a des secteurs d'activité comme la restauration à thème où il faut un apport un peu plus important pour pouvoir financer son projet. Voilà. Mais ce qu'il faut se dire en fait, et c'est ça aussi l'intérêt de venir au salon de la franchise, c'est qu'il y a une diversité de concepts sur la franchise aujourd'hui qui est extrêmement importante et qui permet en fait de trouver un projet entrepreneurial à sa corde en fait, quelque part. Donc c'est ça qui est intéressant quand vous venez sur un salon comme le salon de la franchise, c'est que vous avez une diversité de concepts qui vont avec des apports très faibles de 30, 40, 50 000 euros à des apports beaucoup plus importants et des projets sur le plus long terme.
Une question qui arrive là en direct. Est-ce que c'est possible de devenir franchisé sans apport? 0 € d'apport, c'est possible ou pas? C'est l'éternelle question qui est assez récurrente. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même besoin, dans la plupart des cas, d'un fonds de roulement, une trésorerie. Alors, il peut y avoir des aides liées à Pôle emploi pour de la création d'entreprises qui peuvent nous aider à. Mais il faut quand même plutôt se méfier des projets sans apport ou des projets sans droit d'entrée. À un moment donné, l'investissement de départ est nécessaire parce qu'en fait, entreprendre demande un peu de sérénité au lancement. Donc c'est important d'avoir un matelas de sécurité pour pouvoir bien s'exprimer derrière. Le choix du réseau, il doit être guidé par quoi, Prisca, selon vous? On a parlé de l'argent, est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent guider notre choix vers le réseau vers lequel on se dirige? Hormis déjà vouloir apprendre un nouveau métier, être en phase avec ce nouveau métier, avec le nouveau statut qui sera celui d'être chef d'entreprise, la question de la rémunération, parce que voilà, on est là pour ça aussi. L'impact, là je pense qu'on a fait un bon tour, n'hésite pas à compléter. Mais pourquoi aller plus vers Bagel Corner que vers la boucherie par exemple, si j'ai envie de devenir franchisé? Pourquoi est-ce que je choisirais plus votre réseau plutôt qu'un autre? Alors déjà on vient de le dire, il y a une réalité économique et financière. Moi je suis sur un plus petit module qu'Alexandre, qui va être sur un plus gros bateau, donc un investissement un peu plus important. Même s'il est moindre, il y a aussi une réalité. Il y a un resto, il y a un investissement à porter, il va falloir entre 50 et 70 000 € d'apport. La personne qui va avoir les 50 000 € d'apport, elle va pouvoir porter un projet chez moi. Elle ne le pourra pas forcément, ou tout du moins pas à ce moment-là de sa vie, en tout cas pas encore à la boucherie. Donc la réalité économique et financière, elle est là. Par la force des choses, il va falloir en donner une disponibilité financière pour se lancer. Il y a d'autres choses qui doivent guider notre choix, Stéphane? Est-ce que j'ai envie d'entreprendre? C'est la première question avant de venir au salon de la franchise. Il faut bien évidemment y venir pour voir toute cette diversité. Et je pense que quand on a choisi son secteur d'activité, d'abord on entreprend, ensuite on cherche un secteur d'activité, ensuite il faut aller voir toute la concurrence. Il faut prendre le temps nécessaire avant d'aller benchmarker une zone, d'aller benchmarker les concurrents, voilà, d'aller voir, il faut aller voir Century 21, La Forêt, il faut aller voir tout le monde. Je cite mes concurrents, je suis gentil en plus, sur un plateau, mais il faut tous aller les voir parce que moi je ne cherche pas à signer tout le monde. On fait 1400 contacts entrants, 350 dossiers de candidature et on signe une centaine de contrats. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de signer tout le monde. Et comme le disait tout à l'heure Sylvain, c'est 12 ans en moyenne, donc c'est un mariage. Tu faisais le rapport au mariage, c'est un mariage, donc il y a intérêt à bien se marier. Donc on n'est pas là pour vendre à tout prix notre marque, on est là pour chercher les bons, ceux qui se sentent bien avec nous et avec lesquels on va se sentir bien, avec lesquels on va bien travailler, parce qu'il y a un vrai problème dans la franchise une fois qu'on a signé, c'est d'être consommé. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème de franchiseur, je crois que vous ne me contredirez pas, d'être consommé, c'est-à-dire qu'on met des formations en place, du marketing en place, des opérations, des recettes certainement pour ceux... Est-ce qu'on est consommé? Parce que le franchiseur, il est indépendant financièrement et juridiquement, et quand il est indépendant, il peut aussi faire un peu ce qu'il veut, selon les contrats, et donc il faut être bien marié. Donc d'abord, bien entreprendre, ensuite choisir son secteur d'activité, et quand il s'agit de la marque et de la franchise, et c'était votre question, il faut vraiment aller voir tout le monde et voir avec qui on trouve une pleine compatibilité. Ça veut dire que, pour bien vous comprendre, Stéphane, quand on signe, quand on devient franchisé, il y a des règles à respecter. C'est ça, il y a un cadre dont on ne peut pas trop sortir. On préserve aussi l'indépendance des franchisés parce que c'est le principe. Donc non, il doit être équilibré le contrat. Donc, du point de vue juridique, le contrat doit être équilibré entre la force du franchiseur et la force du franchisé. Donc, c'est toujours à nous de convaincre sur des opérations marketing, sur l'animation du réseau, sur se former et à eux de nous acheter. Et c'est un vrai problème de franchiseur que quant à être consommé. Est-ce qu'on tient compte aussi de certaines spécificités régionales ou locales? Quand on mange des bagels, est-ce qu'on consomme des bagels de la même manière, par exemple à Marseille qu'à Paris? Est-ce que des franchisés peuvent venir vous voir, Prisca, en disant, voilà, moi, j'ai envie d'adapter mon offre à ma clientèle? C'est possible, on le permet. On le permet. Aujourd'hui, en fait, il y a une carte avec une offre de bagel mythique et gourmet, voilà. Et il est tout à fait possible pour le franchisé en local qui voudrait mettre en avant
le produit de sa région, qui aurait une idée ou qui voudrait sourcer en local, on peut tout à fait travailler avec lui. On a un service animation et un service marketing qui est là pour ça, qui va l'accompagner pour sourcer le produit, pour élaborer également la recette, parce qu'il y a une réalité aussi, il faut que ce soit rentable, il faut quand même qu'on... Le franchisé, il est là pour ça. Il y a de l'argent, bien sûr. Et après, il faut aussi mettre cette recette en avant. Donc ça, c'est tout le service marketing qui va communiquer sur cette nouvelle offre avec la charte graphique aux couleurs de Bagel Corner. Ouais. Donc c'est un vrai travail en fait de collaboration franchiseur-franchisé qui est tout à fait possible pour une petite recette locale. Cette notion d'adaptabilité donc à prendre en compte, on peut s'adapter aussi en fonction des spécificités régionales chez vous, Alexandre, à la boucherie? Oui, on peut, bien évidemment. On a quand même une part de liberté dans le concept. Il faut comprendre que le client, quand il pousse la porte, il attend d'avoir des standards quand il vient dans un restaurant à la boucherie. C'est le cas chez nous, c'est le cas chez l'ensemble des enseignes. Maintenant, nous, à la boucherie, on permet de travailler le plat du jour, on permet de travailler des vins coup de cœur, on permet bien évidemment qu'on s'insère dans un tissu économique et les recettes font partie de ce tissu de vie sociale. Donc, on a la possibilité de proposer des suggestions locales ou qui font appel aux compétences culinaires du chef de cuisine qu'on a en cuisine, qu'on a embauché. Sylvain, vous dites attention aux effets de mode sur le choix du réseau, attention, investir, devenir franchisé, c'est pas jouer au poker en fait. Non, déjà c'est de l'entrepreneuriat à long terme, c'est une relation à long terme, donc ça c'est important. Dans le choix du franchiseur, vous rentrez, vous montez sur un bateau, donc c'est important de choisir son capitaine en fait, au moment de monter sur un bateau pour une grande traversée, donc ça c'est important. Et effectivement, dans la franchise, il y a parfois des effets de mode en fait qui arrivent, qui surfent sur des tendances. Par exemple. Mais il y a eu plein de secteurs. Actuellement, on voit le CBD arriver, donc on voit pléthore d'enseignes naître et puis se proposer comme étant franchiseur. Et on sait à un moment donné que peut-être 1, 2, 3 resteront et que les autres ne survivront pas. Ça, c'est la loi du marché, la loi de l'économie et la loi de la concurrence. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux se diriger vers des réseaux qui existent, qui ont déjà prouvé en fait leur présence. Il faut penser long terme, en fait. Il faut penser long terme. Il faut penser plusieurs choses quand on devient franchisé. Il faut déjà penser que c'est un sport collectif. Ce n'est pas un sport individuel. Donc à un moment donné, vous avez un cadre de jeu et vous avez un franchiseur qui est un sélectionneur. Donc les franchiseurs qui sont plus vendeurs que sélectionneurs, il faut être plutôt méfiant. Les franchiseurs qui sont très sélectionneurs plutôt que vendeurs, c'est un élément d'assurance qui est positif. Ensuite, vous jouez dans un cadre qui a un savoir-faire et une promesse consommateur. On sait qu'à un moment donné, si les franchisés font ce qu'ils veulent sur leur territoire, on ne mutualise plus, on ne crée plus d'économie d'échelle et puis la franchise n'a plus de raison d'être. Donc la franchise, c'est 70-80% de troncs communs et puis 20 à 30% de spécifiques en local pour répondre à des attentes et à des attentes de consommation locale. Donc ça, c'est un cadre qui est très important à prendre en considération pour rentrer dans la franchise. Et ensuite, c'est du très long terme. Donc du très long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la franchise, c'est du commerce, c'est de la restauration rapide, c'est des secteurs qui s'inscrivent sur du long terme parce que si dans 2-3 ans, votre marché ou votre franchiseur disparaît, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez quelque part rien acheté. Quand vous achetez un franchiseur et quand vous rentrez dans un projet de franchise, c'est pour bénéficier de son animation, de son développement, du transfert de savoir-faire, de l'innovation, de la R&D, de la force de frappe en termes de communication locale et nationale. C'est tout ce support-là qui fait qu'au final, votre entreprise sera plus performante. Donc c'est très important en fait de faire le bon choix de franchiseur et de faire un choix de secteur d'activité qui répond en fait à des tendances long terme. Moi je dis toujours aux candidats à la franchise, méfiez-vous de ce que vous aimez. En fait, il faut raisonner comme un patron. Un patron, c'est pas ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas qui est important, c'est ce que le client aime. Donc il faut raisonner comme un consommateur au sens large et pas comme un j'aime, j'aime pas. On a parlé du contrat de mariage tout à l'heure, du temps en moyenne du contrat. Une question qui nous arrive, quel est le temps nécessaire pour avoir un retour sur investissement? À partir de combien de semaines, combien de mois va-t-on avoir un retour sur investissement? Stéphane, comment savez-vous? Année, il faut au moins 2 ans, 2, peut-être même 3 ans. Voilà, vous créez une boîte qui demain aura de la valeur, donc c'est du temps. Voilà, vous n'avez pas un retour sur investissement, on n'est pas les start-upers. Non, il faut au moins 2-3 ans il faut 1 an et demi environ pour arriver à l'équilibre financier, peut-être 2 ans, 2 ans et demi pour commencer à bien se payer, et 3 ans pour commencer à voir venir un peu. Voilà. Même échelle de temps, Alexandre, pour la boucherie?
c'est même un petit peu plus long, mais je crois que plus on investit, plus il faut du temps pour un retour sur investissement. C'est juste logique. Donc, je pense que les enseignes où on investit un petit peu moins, le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Nous, à notre échelle, c'est 4-5 ans de retour sur investissement. Mais parce que l'investissement est plus important, on l'a dit tout à l'heure, chez vous, Prisca, Bagel Corner 2 à 3 ans. Mais 2 à 3 ans aussi. Je complète Alexandre, pardonnez-moi, ça dépend de votre investissement en fait, de base. Alors, une fois que le réseau a été sélectionné, quel est le processus qui attend le candidat? Quel est le parcours, en fait, par lequel il doit passer? Est-ce qu'il y a des étapes clés pour, une fois que le réseau a été choisi? Prisca, chez vous? Bien sûr. Par exemple? C'est que le début de l'aventure. Venir au salon, c'est déjà un bon début. C'est un premier pas vers l'entrepreneuriat que de venir au salon pour choisir son enseigne. Mais une fois que on a commencé à se rencontrer au salon, en réalité, il va se passer beaucoup de choses. Il y a toute une phase de découverte. Et puis, après cette phase de découverte, il y a ce que nous, on va appeler en tout cas l'immersion, qui consiste à recevoir en fait le candidat dans nos locaux, dans notre pilote, de le faire participer sur une journée à un service, voir un petit peu l'envers du décor. Ça permet de faire visiter ou rencontrer également d'autres interlocuteurs, parce que là, aujourd'hui, c'est moi qui interviens, mais j'ai une équipe derrière. En réalité, je ne ferais pas grand-chose, moi, sans mon équipe, si je n'avais pas les animateurs, les formateurs, les gens au marketing pour communiquer. Donc voilà, ça permet de tous se rencontrer, d'échanger. Ça permet de voir éventuellement aussi comment le candidat se comporte, comment est-ce qu'il se sent bien aussi dans l'environnement. Donc voilà, c'est une journée en fait qu'on passe ensemble, et cette immersion, j'insiste vraiment dessus, elle est vraiment déterminante pour pouvoir valider l'enseigne et nous valider la candidature. C'est aussi une façon de se dire, voilà, on a passé la journée ensemble, tu as vu l'envers du décor, tu as vu comment se passait un service, on t'a donné accès en fait à une multitude d'informations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se dit oui ou pas? Voilà. Une immersion aussi pour vous, Alexandre, chez la boucherie? Oui, il faut. C'est obligatoire, tout à l'heure Sylvain le disait, il faut savoir dans quelle aventure on se lance, et l'immersion permet de valider le métier et l'enseigne. Donc, effectivement, on vient dans les restaurants, nos candidats à la franchise, après le salon de la franchise, on les invite justement à venir découvrir ce qu'est un restaurant à la boucherie, comment ça fonctionne, l'envers du décor, parce qu'on a tendance à connaître la partie où on accueille le client, mais ce qui est important, c'est comment le réacteur fonctionne. Et là, le but, c'est d'être le plus transparent possible pour pouvoir avoir une décision qui soit la plus honnête possible pour le candidat et le franchiseur. Voilà. Le processus de réflexion jusqu'au moment où on arrive au bout du projet, il est long, il dure combien de temps? Si je commence ma réflexion maintenant, Stéphane, à partir de quand on peut imaginer que je puisse ouvrir une enseigne Guy Hockey? Nous, environ entre 9 mois et 1 an, entre la décision de signer, parce qu'on a déjà 11 semaines de formation. Donc, il y a 6 semaines qui sont théoriques, présentielles, théoriques, de jeux de rôle, d'apprentissage du métier, que ce soit commercial, managérial, juridique, digital, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a toute une palette de formation qui est en plus accompagnée d'une plateforme d'e-learning qui accompagne le geste ensuite derrière, disponible dans son téléphone. Donc ça, c'est la partie, on va dire, théorique et pratique. Ensuite, il y a 4 semaines d'études de projet dans lesquelles on va chercher le local, on va commencer à faire le prévisionnel dont on parlait tout à l'heure, ou accompagner à faire le prévisionnel. Et ensuite, il y a 2 semaines de vie ma vie dans une agence où on va voir. Mais c'est après la signature. Si maintenant la question, c'est avant le processus, avant la signature, ouais. Ça peut être long. On a signé des gens 3 ans plus tard le rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de candidats. Je disais 1400 candidats. Aujourd'hui, 350 dossiers de candidature et 100 contrats signés. Des 350 candidatures, on considère les clients, les candidats à la franchise sérieux. Mais les 1400 qu'on reçoit ou qui viennent nous voir, sont pas. Il faut en compter à peu près 1 an entre la réflexion et l'ouverture du magasin, pour autant qu'on soit dans les 350 dont je parlais tout à l'heure. On parlait des effets de mode tout à l'heure avec Sylvain. L'immobilier est quand même très tendance aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de monde qui veulent se lancer dans l'immobilier, certainement du fait du succès des émissions qui sont consacrées à la télévision, entre autres notamment. Est-ce que c'est quelque chose dont vous faites attention en fait, de ne pas de gérer le développement du réseau avec une certaine cohérence, n'allant pas trop vite peut-être? Comment est-ce que vous gérez ça?
Alors, je ne suis pas sûr que les émissions de télé fassent qu'on convienne sur le métier. En revanche, le marché porteur, enfin, peut-être pour aller vers ce métier en tant que collaborateur, mais pas en tant que patron pour venir mettre 60 000 sur la table. Je pense qu'on va regarder autre chose qu'une émission télé. Donc aujourd'hui, c'est un marché durablement porteur. C'est un marché qui est fait qui est boosté par les mariages, les mutations, les naissances, les divorces et les décès de la même manière. Et donc c'est un marché qui performe et qui surperforme d'année en année, qui a passé la crise. Donc c'est plus ça qui attire aujourd'hui dans ce métier-là. Sylvain, une question pour vous qui arrive via le chat. Une jeune franchise n'est-elle pas attirée par le fait de signer n'importe quel profit pour se développer rapidement ? Alors c'est malheureusement une tendance qui explique des échecs de franchiseurs. C'est ce que j'appelle l'excès de précipitation, ou l'excès de vitesse, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire un réseau, ça se développe dans le temps. La relation entre la création du pilote, les premiers tests, la mise sur le marché et puis l'atteinte d'un réseau de 40, 50 unités, ça prend du temps et ça demande des temps de séchage, en fait, de fondation. C'est extrêmement important. Donc parfois, effectivement, on voit aussi un rajeunissement des franchiseurs, une accélération entre le test en pilote et la mise en franchise, en fait, qui demande parfois de doser un peu la vitesse parce que les créateurs de concepts se disent il faut que je prenne le marché avant que d'autres concurrents viennent nous rejoindre. Mais l'expérience montre, avec des enseignes comme la boucherie ou comme Guy Hockey par exemple, qu'en fait, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, en fait, monter un réseau. Ça prend beaucoup de temps. On ne va pas passer de 1 à 500 unités en 1 an ou même en 10 ans. Ça prend du temps. Et donc, c'est important, oui, pour les candidats à la franchise, d'être vigilants sur des jeunes franchiseurs qui feraient des promesses de développement un peu trop importantes. Puis après, quelques années plus tard, ça peut créer des frustrations parce que quand on s'est vu promettre qu'on atteindrait les 100, puis finalement on est 15 ou 20, ça pose problème. Voilà. Il y a une phase importante quand on lance un réseau, ce qu'on appelle la phase de pré-série, c'est-à-dire avec des franchisés qui sont plutôt pionniers, qui sont capables d'entreprendre, mais sans nécessairement une structure de service très importante côté franchiseur. Cette phase-là, elle est importante à doser et puis à se dire, soit candidat à la franchise, est-ce que je suis capable en fait de rentrer chez un franchiseur qui est plutôt de l'ordre de la promesse pour l'instant et quels sont les moyens que va mettre en œuvre le franchiseur pour réaliser cette promesse ? Ça, c'est important à regarder. Une question qui nous arrive pour un nouvel arrivant candidat franchisé. Comment orienter son questionnement entre une création de site et une reprise de fonds ou de société qui est déjà implantée ? Qui veut répondre ? Oui. Stéphane ? Il n'y a pas de vérité. Alors nous, on fait les deux, puisqu'on a aujourd'hui 6 développeurs qui développent par région. Et ils ont 3 métiers, en fait. Ils vont chercher des agents immobiliers indépendants qu'ils essayent de se mettre sous marque. Ils reçoivent des candidats à la franchise, des cadres en reconversion pour créer. Et on a pris des mandats d'agences immobilières indépendantes qu'on a mis en ligne et qui génèrent énormément de contacts. Et donc, on a la possibilité, dans chaque région, d'offrir à un créateur ou un cadre en reconversion la possibilité de créer ou de reprendre. Et donc, on fait de la data, parce que ça fait 7 ans qu'on fait ça. Donc, et c'est plutôt des bonnes performances. On a de la data aujourd'hui, et il n'y a pas de vérité, en fait. Parce que vous rachetez une grosse structure et l'équipe se sauve, il faut la recréer à partir de zéro. Alors, vous avez la notoriété que vous achetez. Et parfois, on a des très, très bonnes réussites en création. Je pense que ça repose sur la personne et le projet, plus que sur créer ou reprendre. Les deux sont bons. Pour moi, comme on fonctionne, nous, ça fait 80% de créa, donc on sait faire, donc il n'y a pas de sujet avec ça. En revanche, la reprise, ça peut être une option pour racheter quelque chose d'assez gros, des grosses structures. Ça peut être intéressant pour ça, parce que les grosses structures, en général, c'est stable, voilà, ce qui n'est pas le cas pour une structure de 3-4 personnes. La boucherie, par exemple, vous rejoignez un petit peu, Alexandre, ce que Stéphane vient de dire ? Oui, alors après, ça dépend du projet, ça dépend du profil. Quand on rachète un restaurant déjà existant, il y a un historique qui est derrière, on connaît l'emplacement, on connaît le chiffre d'affaires. C'est un peu plus stable, mais bien souvent, si c'est une belle affaire, tout à l'heure, on parlait d'apport, il va falloir être beaucoup plus conséquent parce que le prix de vente est en corrélation très souvent avec ce que ça dégage en termes de rentabilité, en termes de chiffre d'affaires. Et donc, le projet peut être plus sécurisant, mais il y a des contraintes. Donc, ça va dépendre. Et puis, quand on part de zéro, il y a toujours un peu plus de risques que quand on reprend une affaire qui est existante. Il y en a qui sont spécialistes, qui aiment bien reprendre des affaires qui vont un peu moins bien, et ils se disent, il y a un beau challenge, on va la racheter un peu moins cher, mais j'ai un challenge
justement, pour la remontée. Et puis après, il y en a qui veulent partir de zéro parce qu'ils ont le temps, il faut un peu plus de temps quand on part de zéro. Et du coup, il y a effectivement une marge de progression qui peut être très importante parce qu'entre 0 de chiffre d'affaires et 1,8 million, 2 millions, effectivement, c'est beaucoup de boulot. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes pour poser vos questions à nos invités. Je rappelle que le Salon Franchise Expo se tient ce week-end à Paris, porte de Versailles, du 20 au 23 mars, pour rencontrer des centaines d'exposants, participer à des conférences. Le programme complet est à retrouver sur franchiseparis.com. Franchise Expo, cette année, c'est 470 exposants, 360 enseignes, mais aussi des experts et des organismes de financement. C'est important. Troisième thématique que l'on va aborder ensemble, c'est comment vous aidez les franchisés qui rentrent dans votre réseau? Quels sont les services et quelles sont les aides que vous leur procurez? Tout à l'heure, vous disiez seul on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, en fait. C'est ça, Stéphane? Et nous, on fait les deux. et vous faites les deux. C'est la force, en fait, du réseau de la franchise, c'est ça. Alors, la franchise, c'est un triptyque. Ça apporte de la notoriété, donc la communication, le marketing, de la notoriété par tous les canaux, qu'ils soient digitaux, télé, enfin, ça apporte de la notoriété, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un savoir-faire formalisé. C'est une transmission de savoir-faire. On sait de quoi on parle dans le domaine juridique, dans le domaine comptable, dans le domaine managérial ou commercial. Donc, savoir-faire formalisé. Et la troisième chose, c'est l'accompagnement. C'est combien d'équipes il y a sur le terrain aujourd'hui pour accompagner, aller visiter les agences, les faire travailler en région entre elles. Donc voilà, c'est ce triptyque-là. Donc notre accompagnement, il est d'abord porté sur ça. Juste une précision sur l'accompagnement, parce qu'on a entendu quand même beaucoup de choses sur les franchiseurs et les franchisés. Le franchisé, c'est un indépendant. Hein. Donc il faut bien qu'il entende qu'il va bosser, quoi. Ouais. C'est lui qui fait le job. Hein. Nous, on est là en tête de réseau, on apporte un maximum d'outils et puis des tendances, de la prospective. On apporte beaucoup de choses, on accompagne énormément, mais au bout du compte, si on commence à mentir en expliquant qu'on va tout faire, c'est pas le franchiseur qui fait. Hein. Localement, en fait, la franchise, c'est un mariage entre un chapeau national et un ancrage local. Mais l'ancrage local, c'est l'indépendant qui le fait. C'est le franchisé qui le fait. Donc, on accompagne sur la notoriété, le savoir-faire formalisé et l'accompagnement. Une question qui nous est posée, est-ce que vos enseignes respectives, à tous les trois, encouragent-elles la multifranchise? On l'encourage pas. Vous ne l'encouragez pas? On ne l'encourage pas, on l'accompagne. Vous l'accompagnez. Quand on a des gens qui sont en capacité de monter. Mais avoir une agence et avoir deux agences, c'est deux choses différentes. Avoir un restaurant et deux restaurants, c'est pas pareil. Ouais. Là, dans un, on est dedans tout le temps, on fait tout. Hein. Un patron, c'est acheteur, c'est directeur marketing, ça fait les carreaux. C'est ça que ça fait. Alors que quand on a deux, c'est fini. On commence à être un peu manager, on doit avoir des managers dans les structures. C'est un autre métier. Donc on accompagne les gens, mais on ne pousse pas à ça. Juste avant de venir sur cette question avec vous, Prisca Alexandre, sur le Guy Hockey, je vois le logo derrière vous, Stéphane. J'ai l'impression qu'il a un peu changé depuis ces derniers mois. Il y a une transformation d'image, en fait, qui est faite dernièrement. Comment, justement, le réseau va accompagner la transformation? Comment les franchisés vont être accompagnés par le réseau? On a mis plus d'un an à sortir, ça qui est sorti en début février, c'est plus d'un an, c'est un an de travail. Et notamment, on a beaucoup échangé avec Aurélie Demeure, la directrice développement au marketing de Mobilepa, qui avait fait une belle réussite pour le coup. On a échangé avec des gens qui ne sont pas de notre métier et qui avaient fait Donc on a envoyé toute notre équipe marketing échanger avec eux pour savoir comment on allait faire. Et on a beaucoup travaillé au-delà du changement d'enseigne sur le déploiement, parce qu'il ne suffit pas de changer une enseigne, après il faut pouvoir la déployer. Si vous la déployez, une bonne idée, quand elle a un mauvais rythme, elle peut vite devenir une mauvaise idée. Donc il nous fallait, et il fallait donner un tempo. Donc moi j'ai donné 18 mois, ce qui était un peu un record. Hein. Évidemment que si on le fait en 24 ou 36 mois, on sera quand même malgré tout content. Mais aujourd'hui, on accompagne énormément. Alors financièrement pour les plus courts, on fait les crédits nous-mêmes. Éventuellement, on a pris un seul prestataire pour déployer, avec beaucoup de petits enseignistes locaux. Donc on a bien écrit notre cahier des charges et notre rétro-planning pour pouvoir développer. On pensait faire une centaine d'agences en début d'année et avoir une centaine d'agences pour 2022. Et en fait, il y en a plus de 200 qui ont déjà signé. Donc je pense que les 18 mois seront tenus. Chez Bagel Corner, Prisca, d'abord cette question sur la multifranchise. Est-ce que vous l'encouragez ou pas?
On peut, oui, on peut l'accompagner, effectivement. C'est tout à fait possible aujourd'hui, si le secteur le permet, parce que bien sûr, du coup, il faut un secteur qui va pouvoir recevoir 1, 2, voire même 3 restaurants. Donc on peut mailler une zone. Je vous rejoins, c'est effectivement un autre métier aussi. À partir du moment où on a 2, 3 établissements, on n'est plus forcément dans son établissement à opérer, à s'occuper de sa clientèle, à la fidéliser, à donner un coup de main à ses équipes. On devient plutôt manager, on prend un peu plus de hauteur, mais c'est tout à fait possible. On est là pour ça, on est là pour former et accompagner. Donc oui, d'un site, on peut passer à 2, voire 3 sites sans aucun problème. Et sur les aides du réseau aux franchisés, vous aussi, il y a une évolution que vous opérez. Là, il n'y a pas que des bagels chez Bagel Corner. Non, pas que. Pas que, effectivement. On a travaillé toute l'année dernière en fait, pour le lancement d'une nouvelle offre qui s'appelle l'offre All Day Long, qui nous permet en fait, de venir couvrir tous les temps de consommation sur une journée. L'idée étant de générer en fait, du chiffre d'affaires dès l'ouverture de sa boutique jusqu'à la fermeture de sa boutique. Et pour couvrir tous les temps de consommation, il fallait proposer une offre autour du sucré. Donc l'offre All Day Long, c'est bagel, donuts, café. Voilà, il fallait une cohérence parmi les produits. Et l'idée, c'est de proposer maintenant une offre qui va du petit déjeuner au dîner. On est là pour vous régaler. Et sur l'accompagnement et l'aide que vous apportez aux franchisés, vous avez mis en place des commissions de réflexion, c'est ça Alors tout à fait. En interne, chez Bagel Corner, on a 2 types de commissions. Une commission marketing et une commission produit qui sont représentées donc, à la fois par la tête de réseau et nos licenciés, puisqu'ils sont élus et ils viennent participer à ces commissions-là pour donner leur retour terrain, pour expliquer aussi aux autres membres du réseau, être un peu le porte-parole en fait des décisions et puis pouvoir participer. C'est important d'avoir... Donc ça veut dire que c'est aussi une logique de co-construire le réseau avec les franchisés. Tout à fait. Tout ne se décide pas de manière très opaque au niveau de la tête de réseau. Là, on a besoin de leur retour. C'est eux sur le terrain, c'est eux effectivement dans les restaurants. Donc on a besoin de leur retour. Ouais. La multifranchise, Alexandre, alors j'imagine que pour avoir 2 restaurants à la boucherie, il faut avoir les moyens. Et une fois de plus, pour rejoindre ce que Prisca et Stéphane disaient tout à l'heure, c'est pas la même chose d'avoir 2 restaurants à la boucherie qu'un seul. Ouais, c'est pas la même chose, tout à fait. Après, c'est aussi l'aventure. Quand on entreprend, on ne se donne pas de limite. Donc, j'ai envie de dire, on a quelques franchisés qui passent le cap. Quand on ouvre un 2e, un 3e, un 4e, après, ça commence à faire beaucoup. Mais tout à l'heure, Sylvain disait qu'il fallait aussi partir dans l'aventure avec l'appui de son entourage. Et ben, c'est le cas de certains de nos franchisés qui ne vont pas ouvrir un restaurant, 2 restaurants seuls ou 3, ils vont y aller avec la famille. Et ça, l'aventure, tout à l'heure, on parlait de 12 ans de contrat de franchise en moyenne. On a aujourd'hui, nous, des franchisés qui ouvrent des restaurants pour leurs enfants ou avec leurs enfants. Donc c'est bien plus de 12 ans, c'est même sur plusieurs générations. On a une entreprise familiale, donc on sait ce que c'est que l'accompagnement sur plusieurs générations. Et ça, forcément, on l'encourage. Du moins, on l'accompagne, on est là pour ça. Donc voilà, donc c'est des choses qui, c'est pas régulier, mais ça se fait de temps en temps. Question qui arrive sur le chat, quelles sont les options de fin de contrat ? Il y en a qui pensent déjà au divorce. Alors, est-ce qu'il y a dans le contrat, alors on n'a pas parlé du DIP, hein, c'est ça, c'est le document, pardon ? DIP, document. DIP. Ouais. C'est le document contractuel, c'est ça qui encadre ? Document d'information précontractuelle, oui. Qu'est-ce qu'il y a des options de sortie de contrat, par exemple ? Est-ce que ça existe ou pas ? Oui. Oui. Après, c'est propre à chaque contrat. Ce qu'on sait, c'est que dans la pratique, les contrats sont plutôt à durée déterminée, en fait, donc de 5 ans, 7 ans ou 9 ans, en fonction de l'investissement initial et de l'apport personnel. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, en fin de contrat, il peut y avoir la possibilité de ne pas reconduire, pour le franchiseur, mais aussi pour les franchisés qui ne souhaitent pas continuer l'aventure. Et généralement, comme on voit que la durée de vie est de 12 ans, 13 ans, les contrats sont reconduits en fait. Voilà. Cette question, les redevances, est-ce qu'elles sont systématiquement rattachées au chiffre d'affaires ou est-ce qu'elles peuvent être sur le résultat ? Très important comme question. Non, pas sur le résultat. Pas sur le résultat. Non, elles peuvent être fixes ou variables, rattachées au chiffre d'affaires et donc fixes, rattachées au modèle, ou alors éventuellement les deux, c'est notre cas. Mais en tout cas, elles ne peuvent pas être rattachées au résultat. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'un indépendant, il peut décider de ne pas faire de résultat, d'avoir une grosse voiture, de se payer son loyer en avantage nature, de manger gratuitement. Enfin voilà, donc il peut dégrader le résultat. Un indépendant, il a la possibilité de dégrader son résultat. Et donc un modèle ne peut pas être posé sur le résultat.
Un petit tour de table, on arrive à la fin de ce webinaire, de ce plateau. Un mot de conclusion pour tous les futurs candidats, les futurs franchisés ou les candidats à la franchise qui nous regardent, Prisca? Ah, mais nous, on est ravis d'accueillir des gens. On espère que ce sera justement le premier pas vers leur bagel vie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vivre l'aventure Bagel Corner, c'est vivre une aventure humaine et entrepreneuriale. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est aider des gens à devenir chefs d'entreprise ou à développer, en tout cas, leur entreprise. C'est aussi pour ça qu'on a mené tout au long de l'année un gros travail sur notre offre de développement. On n'a pas sorti une nouvelle gamme juste pour se faire plaisir en disant tiens, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On a vraiment souhaité en fait venir renforcer notre modèle économique pour venir optimiser justement un petit peu la rentabilité et renforcer nos boutiques, faire plaisir en fait. Nous, ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, c'est que nos licenciés en fait se fassent plaisir, prennent du plaisir et nous fassent des beaux magasins et des beaux bagels et des beaux donuts en fait. Alexandre? Bah écoutez, ce qu'il faut avant tout, c'est entreprendre en franchise. Vous l'avez compris, c'est le maître mot. C'est hyper important, quel que soit le secteur d'activité. Venez au salon parce qu'il y a des choses à découvrir, c'est assez formidable. On n'imagine pas toujours l'opportunité qu'on peut avoir quand on met le pied au salon. Donc venez au salon, venez découvrir les enseignes. Ça permet déjà d'avoir un premier contact. Et puis après, moi je vous encourage forcément à venir nous rencontrer au restaurant La Boucherie et d'ouvrir des restaurants La Boucherie, puisqu'on est une enseigne qui existe depuis maintenant de nombreuses années, depuis 1974, et on fait de la franchise depuis la fin des années 90. Donc on a une vraie expertise de réseau. Et encore une fois, c'est un mariage. Donc on est deux dans un mariage. Il y a le franchisé et il y a le franchiseur. Il faut savoir écouter, convaincre, entreprendre, mais ça se fait à deux, on construit, on gagne ensemble. C'est ça qui est important. Donc voilà. Stéphane? Alors, je ne sais pas si on a répondu à tout en une heure. Il y a plein de questions qui arrivent encore, malheureusement. Il y a beaucoup de questions, c'est un peu court. Donc, bien évidemment, venez nous voir, parce que déjà, c'est un très, très bel événement, le Salon de la franchise. On est, nous, assez nombreux sur le stand. Que vous fassiez de la boucherie, du bagel, l'immobilier dans d'autres marques que la nôtre, venez au moins nous rencontrer. On sera ravis de vous renseigner un peu plus dans le détail, pour le coup, de votre projet. Parce que c'est une rencontre, la franchise, c'est la rencontre de deux volontés, quoi. Celle d'un candidat à la franchise et celle du franchiseur de pouvoir se marier. Donc il faut des échanges longs, voilà, c'est un vrai projet de vie et ça mérite un peu plus qu'une heure, même si aujourd'hui c'est très agréable de pouvoir répondre. Voilà. Et Sylvain, on rappelle que le cabinet Franchise Management accompagne des réseaux et pas forcément les franchisés. C'est bien ça. Donc, si je suis un réseau que j'ai envie de me développer, c'est vers vous que... C'est exactement ça. Nous, on est des créateurs de franchiseurs et on accompagne au développement des franchiseurs. Ce qui est intéressant de dire aussi en conclusion, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait 500 franchiseurs et 30 000 franchisés. Aujourd'hui, il y a 80 000 franchisés et puis presque 2000 franchiseurs. Les chiffres ne sont pas dus au hasard. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce webinaire. Je rappelle qu'avant et après être allé au salon, vous pouvez vous rendre sur le site observatoiredelafranchise.fr. Le salon Franchise Expo, c'est porte de Versailles à Paris du 20 au 23 mars. Programme complet à retrouver sur franchiseparis.com. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.